Merci, c'est Hassib. C'est toujours un plaisir d'être chez moi à Sfax et je remercie les organisateurs pour l'invitation et pour cette initiative. Donc j'ai 10 minutes pour vous expliquer que le diagnostic d'une rupture du LCA, c'est à la fois simple et difficile et que c'est surtout pas suffisant. Vous savez tous que devant un patient, il y a la suspicion diagnostique peut être déjà, on peut y penser devant les circonstances et les signes immédiats. Mais il y a aussi des signes secondaires dans les laxités chroniques. On peut confirmer notre hypothèse par l'examen clinique et aussi par des examens complémentaires. Et ces examens complémentaires vont surtout servir au bilan lésionnel. Le diagnostic de la rupture du LCA est encore un sujet d'actualité, comme vous pouvez le voir ici. Et on sait tous que pour nous aider au diagnostic, d'abord un sport à pivot contact, et Moussa Krouba nous a montré de belles vidéos sur les différentes lésions, un mécanisme évocateur, et ces 4 signes qui sont souvent associés, qui sont le craquement audible, le gonflement immédiat, l'arrêt de l'activité en cours et la sensation de patte folle ou de déboîtement, autant de signes qu'on retrouve. Et parmi tous ces signes, probablement le gonflement immédiat est le signe le plus important parce que c'est un signe qui dure, c'est un signe objectif et qu'on peut observer quelques jours après. On peut déjà ponctionner le genou, on va retrouver du sang, ce qui renforce le diagnostic et va pouvoir aussi soulager le patient. Les mécanismes, je vais passer rapidement parce que le Dr Krouba les a bien détaillés. Le valve-feu, le varfi, le shoot dans le vide et d'autres mécanismes un peu plus exotiques. De temps en temps, vous avez la chance d'avoir le papa d'une de vos patientes qui vous ramène une vidéo, mais c'est pas évident de faire le diagnostic et le mécanisme exact sur l'interprétation de cette vidéo. Pourtant, Pierre Chambat insistait sur le fait que devant un genou traumatique, analyser le type d'accident était important, souvent possible, surtout chez les sportifs, car ils ont une bonne représentation spatiale de leur corps. Ces lésions, les signes, les mécanismes ont été étudiés par plusieurs auteurs, en particulier par Jacques Rodinot. Et comme cela a été dit, les mécanismes sont multiples, mais on peut les résumer en varfi. Le varfi, finalement, c'est de la rotation interne qui n'est pas pure, qui est associée à un mouvement de varus. Et ce mouvement de varfi ou de rotation interne va entraîner une rupture du LCA par enroulement sur le LCP et va entraîner probablement des lésions externes. Et là, ça se complique un peu parce que dans ces lésions externes, elles peuvent être postéro-externes. Ici, vous avez des lésions, une désinsertion de la tête du péroné. Donc c'est déjà un peu plus simple, mais quand il y a des lésions pures ligamentaires du papeux, ça peut être compliqué. Ces lésions externes peuvent être antéro-externes, et on a longtemps pensé que ces lésions antéro-externes étaient bénignes, en particulier les fractures de second. Mais j'ai retrouvé certains auteurs qui réinséraient ces fractures de second. Et surtout, la redécouverte récente du ligament antéro-externe fait penser que cette association à des lésions antéro-externes n'est pas aussi bénigne qu'on pouvait le croire. D'ailleurs, certains auteurs font des greffes antéro-externes de façon systématique dans les reprises, et même pour certains de façon systématique de première intention. Et notamment Sonnery Côté a montré que le taux de re-rupture lorsqu'on fait une greffe du LCA plus une greffe antéro-externe était inférieur aux greffes du LCA seul. Le deuxième mécanisme, c'est le valve-feu, mais c'est probablement le premier mécanisme par la fréquence. Et classiquement, il entraîne une lésion du ligament latéral interne, des désertations méniscales, puis une rupture du LCA. Mais cette séquence habituelle est loin d'être la norme parce que dans ces mécanismes, même s'il y a un effet de valgus important, le LLI, même s'il est atteint, n'est pas toujours gravement atteint. Vous voyez ce rugbyman, comment il se fait déporter alors que l'arbitre avait sifflé la fin du match. On peut les voir aussi dans des sports où il n'y a pas de contact, et en athlétisme ou en volley. Voilà encore ces mécanismes de valve-feu qui vont entraîner
donc la rupture du LCA et des lésions internes plus ou moins importantes. Voilà, je vais avancer. Et enfin, le mécanisme d'hyperextension non appuyée, mais il est quand même assez exceptionnel. La confirmation du diagnostic impose un examen clinique et des examens complémentaires, mais pas toujours ces examens complémentaires. On pourra en discuter peut-être au cours de la discussion. Est-ce que tout le monde réalise une IRM systématiquement ou est-ce que cette IRM a d'autres buts, notamment un but médico-légal? Le test de Trial-Lachman est la Rolls-Royce de l'examen, c'est un peu l'examen phare. Alors ici un arrêt dur. Et sur la vidéo de droite, voilà un arrêt mou. Je pense que vous savez tous ce test. Donc c'est le test de Trial-Lachman et peut-être que vous savez moins un peu qu'est-ce qui est Lachman. Si Jamil a un peu dévoilé ce personnage qui est John Lachman, chirurgien de Philadelphie, c'est un grand nom de la chirurgie orthopédique américaine. Et il a une société de publication. Ce qui est intéressant, comme l'a rappelé C. Jamil, c'est que le test n'a pas été décrit par lui-même, il a été décrit par un de ses disciples, Torg, qui ne s'en est pas attribué la paternité, mais qui l'a bien rattaché à son mentor, donc John Lachman. Et Torg, dans son article en 1976, montrait bien l'intérêt du test de Lachman dans les lésions aiguës. Du Lachman au TRIA, Albert Tria, chirurgien lyonnais, bien connu par ceux qui sont passés à Lyon et ailleurs, a proposé de placer le pouce sur la TTA, ce qui permet de mieux apprécier la qualité de l'arrêt. Enfin, il y a ce lever test que Fakhreddine, je pense, aime bien. Et ce test vient peut-être compenser les insuffisances du Lachman, surtout en matière de petites mains ou de grosses cuisses. Vous voyez ici en haut un test comme il est négatif, c'est-à-dire un LCA normal, et en bas le test est positif, c'est-à-dire que le LCA ne marche pas. Et on fait on utilise le LCA comme levier pour ce test. Le tiroir antérieur en flexion, qui a été décrit par Paul II, puis antérieurement par Noulis. Le problème, c'est que ce test est surtout positif dans les lésions chroniques, car il est influencé par les freins secondaires du ligament croisé antérieur, ce qu'on appelait avant le PAPI. Le ressort rotatoire, c'était un joueur de hockey qui avait rapporté à Macintosh, je n'ai pas de photo de Macintosh, c'est pour ça que je vous ai mis ça à la place, et il lui disait que quand je pivote, mon genou glisse, c'est pour ça qu'on l'appelait le pivot shift en anglais. Et vous avez en bas une photo de ressaut qui peut être volontaire chez un de mes patients. Ce ressaut, beaucoup d'auteurs ont apporté leur nom à ce ressaut et l'ont interprété de façon plus ou moins différente. Voici un petit peu ce ressaut. Si on peut faire avancer les vidéos. Bon, sinon je vais avancer aux vidéos d'après, parce que sous anesthésie, c'est un peu plus évident, parce que quand le patient est à votre salle d'examen, c'est pas toujours simple, il se contracte un peu. Voilà, la vidéo de droite, je ne sais pas, voilà, on voit ce ressaut. Donc ce ressaut est la témoin de la perturbation du phénomène de roulement-glissement, qui sont les deux mouvements élémentaires du genou, et surtout la perturbation du système à 4 barres que vous voyez ici, décrit par Chamba. Et donc en cas de rupture du LCA, surtout en début de flexion, le fémur va davantage rouler plutôt que glisser, et ce phénomène est surtout visible sur le compartiment externe, parce que c'est le compartiment de mobilité, c'est le compartiment convexe, et il y a aussi un rôle du fascia lata dans la formation de ce ressaut rotatoire. Ce sont les deux signes pathognomoniques, puisque le Lachman est le test le plus sensible et le ressaut est le test le plus spécifique, comme vous le connaissez. Maintenant, ce qui est aussi très important, c'est de faire un bilan lésionnel. Et pour ça, on a encore besoin de l'examen clinique et des examens complémentaires. Toujours rechercher des laxités périphériques. Ici,
une laxité interne chez une dame au pied particulier. Non, ce n'est pas une chaussette, c'est bien son pied. Et ici, faire attention que dans ces lésions du ligament croisé, eh ben, on a en fait, des lésions bicroisées internes, donc bicroisées et plan interne associés avec avalement de la TTA, tiroir postérieur, tiroir antérieur et laxité interne sur un genou déverrouillé. L'IRM, je vais passer rapidement avec ces magnifiques images parce qu'après il y aura nos amis imageurs qui vont bien vous expliquer les choses avec ces différents aspects de rupture du LCA. Voilà, que vous voyez ici. Et ici, pour vous montrer que ce n'est pas toujours simple et que je vous conseille d'aller vous-même interpréter les images. Ça, c'est le même patient. Vous voyez, à gauche, on a une impression assez claire de rupture, alors qu'à droite, on a l'impression que le faisceau est continu. Il s'agissait d'une rupture partielle. Ce que j'aimerais insister, c'est aussi l'intérêt de l'IRM dans les... Vous voyez cette image de contusion osseuse, hein, qui est assez importante. Et l'IRM va aussi rechercher les lésions ligamentaires associées, notamment du papeux. Les lésions méniscales. La laximétrie qui est aussi très importante. À gauche, un aircast et à droite, un télos. Le GNRB, le KT1000, le télos. Juste un petit mot pour le télos. Vous voyez sur ce télos qui est bien fait, une rupture sur le genou gauche. Vous voyez, c'est un patient qui avait été opéré. Et surtout, le cahier des charges du télos. Et ça, il faut y accorder beaucoup d'importance parce que tous les télos ne se valent pas. Il faut avoir des radiographies de profil strict, une angulation entre 10 et 30 degrés, un bon rayon, un cliché net et surtout un positionnement du piston qui doit être adapté. Voici quelques pièges. Ici, à 15 newtons, le genou atteint, c'est le gauche, 4 mm de chaque côté. Mais regardez, si vous voulez, si vous mettez à 30 newtons, eh ben déjà on a 2 d'un côté, 2 mm et 6 mm d'un côté. Et surtout, entre décembre 2016 et mars 2017, l'examen peut changer. Donc il faut y accorder de l'importance, mais ça doit pas, il faut garder un œil critique. Un dernier cas, un patient de 21 ans qui a eu un accident de moto, qui consulte pour des plaintes qui sont essentiellement des douleurs, mais pas de dérobement, un Lachman dur retardé. Voici son imagerie avec cette importante contusion osseuse qui vous montre qu'il y a eu un traumatisme important et cet aspect du ligament croisé antérieur qui évoque une rupture partielle. Ce patient a eu d'abord un télos que je qualifierais de médiocre, de très insuffisant, sur lequel vous ne pouvez pas conclure, et d'un autre télos que j'avais demandé avec une différentielle de 3 mm qui, pour moi, était en faveur d'une rupture partielle. Je l'ai opéré, c'était une rupture partielle du LCA. Voilà, pour finir, le diagnostic du LCA n'est pas suffisant. Il faut faire le diagnostic de lésions complètes ou partielles, voir s'il y a des lésions associées, quantifier l'importance de la laxité, évaluer le status méniscal et cartilagineux et le terrain. Je vous remercie.